Pour moi, le cheval n'était pas qu'un simple animal. Ce n'était pas qu'un simple animal pour moi, le cheval. Le cheval, c'était quelque chose de pur, de puissant. Quelque chose de très fort en moi quand je m'approchais de lui, commençait à se détacher de mon corps. Comme si quand je m'approchais de lui, il y avait cette idée de séparation de mon corps. Je me sentais proche de lui à tel point que quand je m'approchais de lui, j'avais l'impression que toute cette partie obscure, sombre et ténébreuse disparaissait de mon corps d'un seul coup. Je m'approchais de lui et je pouvais sentir l'impression qu'il voulait me parler, l'impression qu'il voulait me dire des choses, l'impression qu'il était sur le point de me parler. Je pouvais rester assis par terre des heures, à côté de son. Je pouvais rester assis par terre des heures, à côté de l'endroit dans lequel je l'avais mis. Si je l'avais mis en plein milieu du jardin, je pouvais rester assis à côté de lui des heures. Je restais assis contre sa jambe des heures et j'étais là près de lui. Et la simple présence de mon cheval, je l'avais appelé Aiko. La simple présence de Aiko près de moi me faisait me sentir bien. J'avais l'impression de sentir toute la terre autour de moi basculer d'un seul coup. Comme si j'arrivais à sentir la moindre des vibrations. Et cette moindre des vibrations que j'arrivais à sentir me faisait basculer dans un état tellement proche de mon animal, que je pouvais rester là des jours et des jours. Une nuit, je suis resté là toute la nuit. Je me suis levé à côté de mon cheval et j'ai regardé l'aube. Le ciel se lever petit à petit avec le soleil. Je me suis levé et quand je me suis appuyé contre lui, j'ai senti son cœur battre. Mais il n'a suffi que d'un seul battement pour que je puisse me sentir bien. Je me suis levé, j'ai marché vers l'aube, et cette sensation qu'un cheval te suit est inexplicable. À mes yeux, cette sensation qu'un cheval te suit quand tu avances et que tu lui as rien demandé est inexplicable. Je me suis retourné vers lui, il s'est arrêté. J'ai continué à marcher, il a continué à marcher. J'ai marché vers l'aube, on s'est arrêté au bord d'un lac à l'eau cristalline. Il n'y avait aucun courant, le lac était plat. Je me suis assis au bord du lac. J'ai mis ma main juste sur l'eau. J'ai posé ma main à la surface, sans trop appuyer pour laisser ma main à la surface. Je l'ai regardé et il est venu boire juste à côté de moi. Ma main mouillée, j'ai posé ma main sur son nez. Je l'ai regardé, il a baissé sa tête vers le bas. Je suis venu près de lui. J'ai grimpé sur lui, il s'est mis à genoux. Ensuite, il s'est redressé. Je me tenais à lui, j'avais l'impression de faire entière partie de son corps. J'avais l'impression de faire entière partie de l'endroit dans lequel il se trouvait. Son atmosphère, son univers, j'avais l'impression d'en faire partie. J'étais près de lui, il était près de moi. J'avais cette connexion avec lui, connexion que je ne pouvais expliquer par des mots français, par des mots anglais, par des mots allemands. Peu importe la langue, c'était inexplicable. Il n'y avait pas de mot plus grand que connexion pour montrer ou pour déterminer ce que je ressentais avec lui. Chaque matin, quand je me levais, je regardais la ferme de loin, éclairée par cette lumière étincelante et blanche, et je venais près de lui. Je me mettais face à son box, et dès que j'ouvrais la porte
Je savais qu'il allait sortir. Il sortait, il se redressait, levait la tête, et il avait compris que c'était moi, que je venais pour lui donner à manger, que je venais pour rester à côté de lui le temps qu'il mange, que je venais pour lui donner des caresses, pour lui brosser le poil, et pour refaire aussi ses sabots. Pour refaire ses sabots, refaire ses fers, et refaire en dessous, lui brosser la queue, et tout. Une fois que j'avais terminé de le laver aussi, le jet d'eau, je le mettais toujours très faible, histoire que l'eau coule sur son pelage. Histoire que l'eau coule sur son pelage, je le mettais de manière très faible. Mais je pense que la chose qui me procurait le plus de bien, c'était le soir quand je rentrais, que je lui disais au revoir, après avoir collé ma tête contre la sienne, et lui, sa tête contre la mienne. C'est une connexion incroyable à laquelle je ne peux déposer de mots pour pouvoir la décrire. Je rentrais et le soir, le peu de lumière qui restait du soleil éclairait le fond de la prairie, et je le voyais se rouler dans la boue et se redresser. C'était une sensation comme si j'avais procuré du bien à mon cheval, et qu'il se sentait heureux et bien dans cette prairie. Malgré qu'il soit entouré de clôtures, il est avec moi, dans cette maison, et il était en train de se rouler dans la terre, et je le regardais de loin. Cette sensation est impossible à décrire. Je suis sorti, je me suis assis. Je l'ai regardé se rouler dans la terre. Il est venu près de moi, bien qu'il était sale. Ça ne m'a pas déplu. Je l'ai tenu près de moi, bien qu'il était sale. C'était mon cheval. Il s'est couché près de moi. Je me suis couché contre lui. Il a mis ses jambes contre son corps et on a regardé le soleil se coucher ensemble. L'aurore, l'aurore, le coucher de soleil, et l'aube aussi mettait beaucoup de temps à se coucher. Le coucher de soleil a mis tellement de temps à se coucher que j'ai eu l'impression qu'un jour passait comme un fil rouge devant moi et je suis resté avec lui. Il était impossible de déposer des mots sur le calme qui régnait ici. Impossible de montrer à quel point cet endroit était complètement seul, isolé. Impossible de montrer ou de dire à quelqu'un à quel point les montagnes qui s'élevaient dans le ciel montraient une telle grandeur imposante qu'on en aurait cru des dieux vivants. Quand je regardais ces montagnes et que j'étais au pied de l'une de ces montagnes, on aurait cru des dieux vivants qui me regardaient depuis l'espace. On aurait cru des dieux, des créatures venues d'autre part, tellement puissantes, qui me regardaient avec un tel regard, avec un regard de jugement, avec un regard de dédain, avec un regard tellement sûr de ce qu'ils avançaient, malgré que ce ne soit qu'un amas de pierres et de roches. Ces choses me donnaient l'impression d'être jugé, d'être regardé, mais impossible de mettre un mot sur le silence qu'il y avait ici. Il n'y avait pas de faune, pas de flore. Il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas de plantes. Il n'y avait pas d'herbe qui poussait. Rien. Rien qu'un désert de roches et de pierres, de l'eau à perte de vue qui était autour de nous, un océan tellement plat, sans aucun courant, qui était tout autour de nous. J'avais beau tourner les yeux encore et encore et encore. J'avais beau faire le tour de cet endroit. Nous avions déjà trouvé depuis longtemps où est-ce que nous allions poser le camp. Mais ce campement, ce sera très compliqué de faire pousser quelque chose, de faire pousser quelque chose de vivant à cet endroit-là. C'est même si parfois je m'asseyais au bord de l'eau, il y avait des brises vagues qui avaient été fabriquées naturellement par la pierre et par les roches qui s'enfonçaient sous l'eau,
Sous l'eau, ce n'était même pas du sable, c'était des roches, par centaines et par milliers, avec des formes étranges qui recouvraient le sol. Et ces choses, juste par-dessus, un désert. Pas de bruit, même pas le bruit des vagues au-dessus, même pas le bruit d'un seul courant au-dessus de nous. Seulement le bruit de mes mains qui creusaient les vagues, qui creusaient l'eau. Seulement le bruit de mes mains qui creusaient l'eau. Impossible de répertorier la moindre once de vie sur cette terre. Quand on est venu déposer le campement, tout le monde a regardé cet endroit, comme si la mort avait déjà pris la place, depuis très longtemps. Il n'y avait pas de drones de surveillance. Les drones de surveillance étaient dans notre vaisseau, dans l'espace. Ils étaient fabriqués. Ils étaient encore en train d'être fabriqués, initialisés. Ils étaient encore en train d'être codés, d'être mis en place, et on devait les envoyer par une petite cabine, une petite soute qui allait descendre, se noyer dans l'eau, et les drones allaient être libérés. Elle allait tomber à l'intérieur de l'océan, et les drones allaient répertorier cet endroit vide, vide de vie, et allaient venir. Ils allaient quadriller le moindre périmètre, quadriller le moindre mètre et centimètre de cet endroit, pour pouvoir savoir comment et où est-ce qu'on allait vivre. Mais il n'y avait rien de vivant. C'est à encore penser si je pensais. C'est à encore penser si ce que j'avais dit et ce que j'avais prouvé dans le vaisseau était réellement vrai. Là-bas, il n'y a que des zones fantômes, des zones zéro. Là-bas, il n'y a que des zones fantômes, des zones zéro et des zones mortes. Ce sont les seules zones qui existent. Les zones fantômes sont des zones complètement fantômes. Tu disparais de la surface de cet endroit. Les zones mortes, c'est à peu près la surface de tout cet endroit. Il n'y a que des zones mortes là-bas. Là-bas, il n'y a que des zones mortes. Aucune trace de vie. Les zones mortes sont des endroits où il n'y a pas de trace de vie. On pourrait considérer simplement l'eau et l'océan qu'il y avait autour comme une trace de vie. Mais les zones mortes, c'était quasiment toute cette île. Les zones fantômes, il y en avait qui brouillaient les radars et qui nous faisaient disparaître. On prenait notre vaisseau et on partait. On prenait une moto et on partait avec. On prenait notre voiture cross et on partait avec. Les radars étaient brouillés. Et à la tour qu'on avait installée contre l'un des rochers, le rocher qui s'élevait le plus haut dans le ciel et qui ressemblait le plus à un dieu vivant quand on le regardait de en bas, qui avait l'air de nous juger tellement et de nous observer depuis la pointe de son sommet, on avait installé la tour là. Les radars y étaient brouillés. Le ciel y disparaissait tout en haut. Le ciel était gris. Et tout en bas, plus on descendait dans la tour, plus le ciel réapparaissait. Et on pouvait enfin voir la mer qui était submergée au-dessus par un petit nuage de brume qui flottait à même la surface. On pouvait le voir et il partait très loin. En face, il y avait juste le brouillard, un énorme brouillard qui encerclait toute l'île, un peu comme une sorte de cercle, comme une sorte de barrière vivante quelque part. Ce n'était que de la vapeur d'eau, une sorte de barrière vivante qui encerclait cet endroit mort. On quadrillait les périmètres, on regardait à quel point cet endroit était mort, mais si on pouvait y construire de la vie. Tous les soirs, je retournais me coucher, je prenais mon PC et je regardais les périmètres que j'avais quadrillés la journée. J'essayais de trouver un moyen d'apporter la vie, mais c'était presque complètement impossible. Quand je montais, plus j'avais la nausée. Plus je montais, plus je m'agrippais, plus ces roches étaient coupantes en haut. En haut, plus elles étaient coupantes. Il n'y avait aucun rapace, aucun oiseau qui tournait en cercle au-dessus de nous ou au-dessus des tours. Rien.
Je me disais qu'au-dessus des tours, j'allais peut-être trouver de la neige, ou peut-être trouver une sorte de vie extraterrestre, ou quelque chose. Cette île avait été calculée comme inconnue. Je me disais que j'allais trouver une forme de vie, peut-être similaire à l'humain, mais avec des principes différents, qui fonctionnent de manière différente. Je n'ai jamais rien trouvé, même sous la terre, même sous l'île, même dans cette grotte qui passe en dessous de l'île, dans ces cavités qui passent sous l'île, même sous l'eau, dans ces déserts, je n'ai jamais rien trouvé de vivant. Et le soir, je réfléchissais, je me creusais la tête sur pourquoi cette île, par rapport à toutes les autres qu'on a déjà essayé de quadriller et sur lesquelles on est allé, pourquoi celle-ci spécialement est-elle complètement morte? Je n'avais aucune réponse, et j'avais beau quadriller tous les périmètres avec mon vaisseau, avec ma voiture cross et avec la moto, et faire le tour de tous les endroits possibles. On le faisait parfois à deux alors qu'il pleuvait. Il pleuvait à verse, et on avait nos armes à la main. On faisait le tour, on se cachait pendant une nuit entière sous un rocher. On ne trouvait pas, on ne trouvait pas de solution. On ne trouvait pas de solution pour ramener la vie. On avait même essayé de manière On avait même essayé de manière complètement inhumaine d'apporter la vie. On avait essayé avec des sérums, avec des antidotes, avec des produits chimiques. On avait essayé de manière chimique d'apporter la vie dessus, mais c'était impossible. C'était un endroit mort, néfaste, un peu comme des ronces qui remplaceraient des roses. Le plus souvent, quand j'étais près de toi, il n'y avait aucun mot pour décrire ce que je ressentais. Il n'y avait aucun mot pour décrire ce que je ressentais. Il n'y avait aucun mot pour dire l'impression que j'avais. Mais ces mots, je voulais les trouver. Je voulais au fond de moi les trouver. C'est pour ça que je te regardais. Parfois, quand je levais la tête et que je te regardais, et que toi tu baissais la tête et que tu me regardais avec un sourire, tout en passant ta main sur mon torse, en la descendant jusqu'au bas de mon ventre, et que tu posais ta main sur mon attelle, même si j'avais mal, la douleur disparaissait immédiatement, car j'étais couché contre toi. Tes mains contre mes bras, tes mains contre mes côtes, ma respiration qui était toute légère, les battements de cœur que je sentais frapper contre mon dos, et ta respiration à toi, ta respiration, tes poumons que je sentais se gonfler et appuyer contre mon dos, contre la peau de mon dos. Je pouvais sentir ça. Et rien que ça, rien que ta présence contre moi, ta main sur mon attelle, faisait disparaître toute la douleur. Je n'avais besoin de rien d'autre que toi. À ce moment-là, à ce moment précis, quand tu as posé ta main sur mon attelle, j'ai vu disparaître la pièce entière. J'ai ouvert les yeux, je m'étais endormi sur toi et j'ai ouvert les yeux. La pièce entière avait disparu. Comme tu avais posé ta main sur mon attelle, sur mon genou, je me suis souvenu d'une seule chose, le sang versé et le sang coulé, qui avait coulé pendant l'accident. Je me suis souvenu du bruit de la disqueuse, de l'accident en lui-même, mais les images étaient floues. Elles étaient floues et je ne pouvais pas marquer l'image. Je ne pouvais pas marquer l'image comme on marque une toile de sa signature. Je ne pouvais pas marquer l'image. Je ne pouvais pas mettre un point d'honneur dessus, à dire c'était l'instant, c'était le moment, ou c'est ça qui s'est passé. Je ne pouvais pas car tu étais là. Tu m'empêchais d'y voir clair, tu m'empêchais d'y voir clair dans mon cauchemar. Chaque fois que la nuit, tu te remettais un peu plus contre moi, dans le lit, et que tu redressais la couverture non pas sur toi, mais contre moi, sur moi. Tu venais mettre ta tête près de moi, et tu me parlais, tu me murmurais, en attendant que je m'endorme. Et tu savais quand j'allais m'endormir, tu le savais. Tu savais quand j'allais m'endormir, c'était quand je me tournais sur le côté, et que j'appuyais ma tête un petit peu sur le côté, à tel point que je pouvais sentir le vide du matelas, juste à côté. À ce moment-là, tu savais que j'étais endormi.
Tu t'appuyais un petit peu contre le matelas et tu regardais juste au-dessus de moi. J'avais les yeux fermés. À ce moment-là, tu te mettais à côté de moi. À côté de moi, tu étais en train de dormir. Parfois, je pensais même que quand on rêvait tous les deux et qu'on était en train de dormir l'un contre l'autre, je me disais même que quand le matin je me réveillais, que je te voyais t'habiller, que je te voyais t'habiller, sortir de la salle de bain avec la buée qui était en train de sortir de la porte de la salle de bain ouverte. Je me disais que cette nuit-là, si tu ne disais rien, que tu ne m'avais pas réveillé, que tu étais parti prendre ta douche et que tu étais sur le point de descendre, de te préparer un café, et très certainement de m'en préparer un aussi. Je me disais que c'était parce qu'on avait échangé nos rêves cette nuit-là. Cette nuit-là, soit tu étais apparu dans mon rêve, et moi j'étais apparu dans le tien, soit toi tu étais venu dans le mien, et moi dans le tien. Ou alors nous avons tout simplement tous les deux rêvé de la même chose. Comme si nous étions tous les deux connectés, comme s'il y avait eu une connexion entre nous deux cette nuit-là, et que nos rêves, le rêve que moi j'avais fait, s'était déchiré en deux parties, et que je t'en avais donné une. Que tu l'avais gardée précieusement. Et ce matin-là, en te levant, tu n'as pas eu besoin de venir tous les jours à côté de moi comme tu le fais, de m'embrasser, de me tenir par le cou et de poser ta main dans mon dos et de me demander de quoi j'ai rêvé ou si j'ai bien dormi. Non, tu n'as pas eu besoin. Parce que ce petit bout de moi-même, ce petit rêve que je t'ai donné, quand tu m'as regardé ce matin-là et que tu es venu près de moi, tu m'as embrassé et tu m'as regardé. Et j'ai vu dans tes yeux. J'ai vu ce regard scintillant et pétillant qui voulait dire que tu savais de quoi j'avais rêvé. Comme si tu avais lu sur mes lèvres et que je n'avais pas eu besoin de parler. Même mes lèvres n'avaient pas bougé. Tu le savais. Et c'est ces moments comme ça. Quand je les partage avec toi, le matin, je suis arrivé juste devant la cuisine américaine et j'ai pris ma tasse de café. Je suis venu à côté de toi. Je me suis posé encore une fois contre toi. L'intérieur de la maison était complètement éclairé. Je t'ai regardé, tu m'as regardé, et ce simple regard nous a montré à tous les deux que nous avions échangé un rêve. Un rêve des plus magnifiques que toi et moi, seuls toi et moi ne savions pas encore qui allait le raconter, qui allait poser la question de tu as bien dormi, de quoi tu as rêvé. On ne le savait pas et on se regardait. Nous étions couchés sur le fauteuil, avec notre tasse de café, appuyés l'un contre l'autre, à se regarder, à lever les yeux pour que je puisse te voir, pour que je puisse voir ton visage, et toi à baisser les yeux avec un sourire en coin, à me regarder. Mais on ne savait pas encore qui allait dire ou allait poser cette question. On était là et on ne savait pas qui allait engager la conversation. Peut-être que même au fond de nous deux, on ne le voulait pas. On voulait juste se ressentir, se toucher, s'admirer. Dans certains pays, les esprits n'existent pas. Mais quand je vois tes yeux glacials et tes yeux bleus, je suis sûr et certain que quelque part, le monde des esprits existe bel et bien. Ce matin, j'étais en train de faire la posture de l'arbre et je regardais dehors. Se prêtaient à mes yeux, juste devant moi, des montagnes, une chaîne de montagnes entière. Et derrière, une énorme montagne cachée par cette chaîne de montagnes. Cette montagne, cachée par une chaîne de montagnes, était éclairée d'une lueur jaune, une lueur jaune vive, qui était elle-même décorée d'un arbre, un cerisier du Japon en fleurs. Ces beaux arbres roses étaient en train d'éclairer avec leurs fleurs qui partaient dans la direction du vent,
vers le sommet de cette montagne, caché par toute cette chaîne de montagnes qui était juste devant. Cette chaîne de montagnes sublime dans les moindres rochers, les moindres roches brisées et cassées avec le temps, étaient pourtant déformées et détruites, mais elles étaient pourtant sublimes. Elles étaient là, juste devant moi, se prêtèrent à mon regard, et je les regardais. J'étais dans la posture du yoga, j'étais dans la posture en yoga, dans la posture de l'arbre. À un moment, j'ai mis mes mains sur le sol. J'ai mis ma tête sur le sol, et j'ai levé les yeux vite fait. Vite fait, j'ai levé les yeux quand tu as posé ta main sur mon dos. Tu as sûrement dû sentir ma colonne vertébrale complètement recroquevillée en demi-arc de cercle. Tu as certainement dû sentir ma colonne vertébrale qui était tout contre ma peau. Et j'ai redressé la tête et tu t'es mis juste devant moi, les jambes croisées, et tu m'as embrassé quand j'ai redressé la tête. Je me suis assis aussi en face de toi. Et ce matin, on est sorti. On a marché dans les sentiers battus. On a suivi cette montagne. On a suivi cette montagne abandonnée. Une montagne qui, quand on était arrivé, on ne s'y attendait pas du tout. Mais cette montagne était entourée d'un énorme lac. Il y avait des énormes poissons noirs à l'intérieur. Ces énormes poissons noirs qui étaient à l'intérieur de ce lac étaient en train de nager à la surface. On pouvait voir leur corps qui était à la surface, leurs yeux encore plus noirs que leur corps, voire même peut-être tout aussi noirs que leur corps. Ils n'avaient pas de taches, rien. Et juste, ils étaient à la surface et nageaient. On pouvait voir leurs nageoires dorsales, qui étaient un petit peu transparentes, sombres et teintées d'une couleur très très foncée. Teintées d'une couleur très très foncée, leurs nageoires dorsales, et même, de temps en temps, leurs nageoires à l'arrière, leur queue qu'on pouvait voir juste apparaître à la surface. Leur queue qui de temps en temps, on pouvait voir apparaître à la surface. Ces poissons n'avaient pas réellement de nageoires à l'arrière, mais plus une sorte de longue queue avec 3 petites nageoires qui se prêtèrent tout au bout. Ils nageaient et avançaient dans le courant. Ils avançaient à contre-courant. De temps en temps faisaient des cercles. Et créèrent des volutes sur ce lac dans lequel il n'y avait aucun courant. Ils suivaient d'autres poissons, certainement une femelle. Pour s'accoupler, ils formèrent un énorme cercle. Un cercle qui était d'une perfection incroyable. Et ils formaient ce cercle juste à la surface de l'eau. Ils tournaient et poursuivaient la femelle. Les femelles étaient encore plus noires. À la surface de l'eau, on pouvait les voir former des cercles et des volutes, se poursuivre les uns après les autres. Ils passèrent entre les branches d'arbres et entre les racines qui creusèrent l'eau et qui passèrent dans l'eau juste en dessous du lac. Revenons à la surface avec les branches. Les racines qui buvaient l'eau pour les arbres, ils passèrent entre avec une fluidité aussi belle que la marée qui venait caresser le sable tout au bord. On a marché et on s'y est arrêté. Les moments qu'on a passés là-bas étaient magiques. On est resté le soir. Le soir, j'ai mis ma main dans l'eau et tous les poissons sont venus au bord de ma main. Ils étaient petits et ne faisaient même pas plus que la taille d'un bras. J'ai plongé ma main dans l'eau et ils sont venus, 2, 3. Ils étaient ensemble, en groupe, en banc, ils étaient ensemble devant moi,
Un groupe de 3, 4, 6, 7, peut-être 8 ou une dizaine de poissons étaient là. Ils étaient 3-4 à essayer de toucher ma main. Quand je faisais aller mes doigts, je pouvais sentir qu'ils étaient en train de venir, comme s'ils se demandaient ce que c'était. Nous sommes rentrés ce soir-là. Je me suis effondré dans le lit, et malgré le fait que ma main sentait l'eau des marais, sentait l'eau de la montagne, malgré que ma main sentait la piste poisson, sentait l'eau de la montagne et l'eau des rivières, et surtout l'eau des marais, je me suis endormi quand même. Je me suis endormi quand même, sans même me laver les mains. Cela me procurait une sensation de liberté. Ça me procurait une sensation d'air frais, comme si j'étais encore en train de dormir sur cette petite plage.